Bienvenue dans les voix de Mayotte. 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 Épisode 2. De mon arrivée à Mayotte, je me souviens de la chaleur moite qui te saisit à la gorge et te colle à la peau, du soleil éclatant et du trajet en barge qui relie petite terre à grande terre, de la traversée en bateau et des îlots verts comme flottant au-dessus de l'eau, de la foule grouillante aussi en arrivant à Mamoudzou et de l'agitation autour des chauffeurs de taxi. Je ne savais alors rien ou presque de la vie sur cette île française située au milieu de l'océan Indien, au cœur de l'archipel des Comores, devenu en 2011 le 101e département français. Comme beaucoup, je n'avais alors jamais entendu parler, ou si peu, de l'histoire de Mayotte et de celle de ses habitants. Si cela va bientôt faire 10 ans que l'île a acquis le statut de département français, il semble pourtant que Mayotte continue à sortir des radars habituels, au même titre que certains autres départements français dits ultramarins. Est-ce parce que ce qui s'y joue semble parfois trop loin de la métropole, que la situation de l'île est généralement passée sous silence ? Est-ce la distance culturelle, linguistique ou encore géographique qui tient et maintient l'île à distance des considérations et enjeux métropolitains ? À ces questions, les réponses sont évidemment aussi multiples que complexes. Alors, pour tenter de comprendre ce qui se joue aujourd'hui sur celle que l'on a longtemps dénommée l'île au parfum, je suis allée à la rencontre de celles et ceux qui y vivent aujourd'hui, qu'ils y aient ou non grandi, y vivant depuis quelques semaines ou depuis de nombreuses années, qu'elles espèrent ou non continuer à y vivre. Dans ce deuxième épisode, l'histoire que vous allez entendre est celle de Clovis. De nationalité burundaise, Clovis est arrivé à Mayotte il y a environ 1 an et demi, après avoir transité par la Tanzanie. À Mayotte, il a décidé de faire une demande d'asile pour obtenir la protection de la France. Depuis plusieurs mois, il attend ainsi une réponse de l'OFPRA, l'institution dédiée à l'asile en France, pour savoir s'il pourra ou non obtenir ses papiers. Alors, dans l'attente, il cherche à trouver ses repères sur cette île qui ne ressemble en rien à la France qu'il avait imaginée. Comme de nombreux autres membres de la communauté burundaise à Mamoudzou, son quotidien alterne ainsi entre le travail informel, la peur des contrôles de police et l'espoir sans cesse renouvelé de pouvoir enfin vivre dans des conditions décentes. Le sourire aux lèvres étrangement malicieux, il nous raconte aujourd'hui son périple. Au Burundi, je me débrouillais. Aujourd'hui, je vivais aisément. J'avais la famille, j'avais mon petit business là. Je connaissais pas Mayotte, mais même en Tanzanie, j'avais voulu pour demander asile, mais comme on était persécutés, c'est pourquoi j'avais plaidé à celui qui m'avait hébergé en Tanzanie de m'aider pour quitter la Tanzanie. C'est là qu'il m'a dit que je vais chercher les gens. J'ai entendu qu'il y a des gens qui font le trafic là pour chercher l'asile ailleurs. J'ai quelques notions là, et comment on demande l'asile, comment quelqu'un qui se sent menacé chez lui, comment il peut demander asile. La solidarité qui m'a aidé à faire tous les démarches là, il y a des animateurs sociaux qui nous ont aidés pour confectionner notre dossier, pour aller à la préfecture, pour prendre des photos, pour les démarches administratives, pour les bons alimentaires avec l'accompagnement aussi, et même beaucoup de démarches la solidarité m'a aidé là. Même si c'est pas assez suffisant, mais solidarité m'a aidé à essayer de faire tout. Lorsque je dis que c'est pas suffisant, tu sais, si on te donne un bon de 30 € par mois, c'est 1 € par jour. On achète là 3 brochettes. Ça peut pas suffire, pas même des bananes, pas même de quoi. Et puis on doit payer le loyer, on doit payer l'électricité, on doit payer l'eau. Parce que le solidarité nous a hébergés et moi seulement. Donc 30 jours. Après 30 jours, on se débrouille ici et là pour essayer de survivre. C'est lorsque la solidarité, après un mois que la solidarité a dit vous allez déménager, vous allez vous débrouiller. Je savais pas où aller, j'avais pas ni le pal où aller. Donc c'est là avec moi que je venais de passer ici. Il y avait nos frères africains là qui nous disaient là, pour survivre ici à Mayotte, tu dois te débrouiller, tu vas aller à Mamoudzou, tu vas chercher quelqu'un qui te donne un petit capital de 20 € pour acheter un sac des oignons. Avec 10 € pour acheter les peignets ou les allumettes, c'est là que tu dois te débrouiller. Pour payer le loyer, pour payer l'électricité, pour payer l'eau. Puis là, c'est là que j'ai
trouvé une dame là qui m'a dit là, si tu peux m'aider, y a pas de souci, je vais essayer de te donner quelques sous, je vais te donner le loyer, je vais te donner quelque chose pour survivre un peu. Cet homme, je l'ai rencontré depuis le premier jour que je suis arrivé ici à Mayotte parce que j'étais beaucoup fait. Je voulais chercher quelque chose à manger. Et il m'a accueilli. C'est là que tous les jours je passais là pour prendre une boisson là pour boire. Puis après 3-4 semaines là, c'est tel qu'il m'a dit là, si tu peux, tu vas commencer à Mamzou, après tu verras si tu peux revenir ici. Là, je suis commencé à partir à Mamzou, même Mamzou, apparemment avec la police, encore tout le temps avec la police, là, je dis, au premier que je retourne là, pour aider. Même si c'est trop difficile, mais quand même là, je serai un peu à sécurité. La police, là, Mayotte, elle fait son travail, oui. Elle fait son travail, mais, peut-être, je sais pas si elle ne favorise pas les Africains, ou bien, mais il faut qu'ils laissent se débrouiller. Peut-être ce sont des affaires administratives. C'est de l'administration qui dit à la police, là, il faut chasser les Africains, là, Mamzou. J'ai eu mon premier récépissé 2 mois, j'ai eu encore de 9 mois, maintenant j'ai pour 6 mois. Je l'ai toujours dans mon porte-monnaie. J'ai des amis qui me disent, si on te trappe là, on va t'amener au petit thé là. Il y a peut-être des cachots. Je sais pas. J'ai pas encore allé là. Je devais m'habituer parce que sinon j'avais pas de choix. Mais si j'avais de choix, la vie à Mayotte est compliquée, c'est difficile à vivre à Mayotte. C'est une maison, mais c'est pas bien confortable, on vit dans les maisons qu'on appelle banga, c'est une maison construite en tôle. S'il fait chaud, tu es obligé de dormir dehors. La maison, tu peux vous retrouver avec 10 ou 15 maisons, vous partagez une même toilette, vous partagez une même robinet d'eau. Donc, c'est pas facile de vivre là. Mais on s'habitue. On a l'électricité, mais l'eau, c'est dehors là. On vit dans les banga parce qu'on a besoin des maisons moins chères là, pour survivre. Normalement, les demandeurs d'asile devaient avoir les droits comme les résidents. Parce que les demandeurs d'asile, on n'a rien n'a gagné ici. Donc, l'État devrait nous aider en tout. Logement, santé, et quelque chose là, l'électricité, l'eau, et manger aussi. Jusqu'à maintenant, nous aide pas. Sauf que quelquefois, on a eu des bons alimentaires. Maintenant là, on donne plus. On donne, si tu passes à la Croix-Rouge, on peut te donner. Mais si on donne pas à tout le monde. Mes amis m'ont dit que dans le département français, on donne quelques sous, quelques trucs là pour se débrouiller, pour les demander d'asile en attendant là, s'ils ont des décisions ou des rejets, je sais pas. Mayotte, je crois que c'est en France. C'est ce que j'entends. C'est ce qu'on nous a dit. Ça dit c'est en France là. Lorsqu'on est débarqué, même la police nous a dit la bienvenue en France. T'as encore perdu ou même tes droits sont bafoués. Si on te dit que tu es en France là, tu diras non. La France, parce que je voyais sur les internets, c'est peut-être un paradis, mais paradis terrestre. Ça m'a une ville là, un pays qui est pays de droit, un bel pays. Il y a tous les droits, il y a tout, où tu ne peux pas manquer rien. Peut-être que l'OFPRA va me régulariser, peut-être que je serai assisté, j'aurai mes droits. Faut nous donner nos droits, nous aider à obtenir nos droits, à nous donner l'asile et continuer nos vies. Si on donne l'asile là ici, on va vivre mieux. Parce qu'on aura nos papiers, j'aurai droit à avoir un emploi comme un Maoré, comme quelqu'un qui a un séjour ici. Mais maintenant là, même si on travaille en cachette, si la police vient, on doit nous amender, même la propriétaire là, qui m'a embauché, il me dit là, si la police te trouve là, il faut te cacher, il faut faire ça parce qu'on va taxer des amendes. Donc on attend le plan qui nous régularise. Je sais pas. Mais c'est Dieu sait. Moi, j'aime prier. Tous les matins, je prie pour ça. À Mayotte, je prie. Je vais à l'église tous les dimanches. Je ne suis pas empêché, je vais à l'église. Avec des amis. Parce que l'église catholique qui est ici, apparemment, on se retrouve avec les Congolais, les Rwandais, les Burundais, avec les gens de métropole. Les Maoris, la majorité sont des musulmans. Je me suis habitué avec les musulmans. Le mois de Ramadan, on a fait le Ramadan ensemble.
Mais je continuais à prier, oui, c'est bon. Je continuais à prier dans mon église catholique, mais où s'habite. Les Bondais qui arrivent ici, je pas les conseiller de retourner parce que là, chez nous, il y a les sécurités. Si sauf les sécurités, peut-être oui. Mais les gens qui sont ici, je les conseille là de s'adapter. De ne pas avoir peur parce que peut-être le Dieu va créer le chemin. Après la pluie, c'est le bon temps. C'est la fin de ce second podcast consacré à celles et ceux qui font aujourd'hui le quotidien de l'île de Mayotte. Merci à Clovis pour son témoignage précieux sur ses conditions de vie ainsi que sur ses attentes pour l'avenir. Alors que Mayotte est actuellement le seul département français confiné, nous continuerons dans les prochains épisodes à donner la parole à celles et ceux qui vivent et travaillent aujourd'hui sur le 101e département français, dans cette période particulièrement difficile qu'est celle du confinement. Cet épisode a été réalisé par Cécile Massin sous la rédaction en chef de Nina Guédard pour Guity News, média en ligne franco-réfugié. N'hésitez pas à aller voir notre site internet, ainsi qu'à nous suivre et nous écrire sur les réseaux sociaux si vous souhaitez discuter des sujets abordés. L'entièreté de l'équipe est pour le moment bénévole. Si vous souhaitez nous soutenir, c'est via l'onglet Faites un don sur guitynews.fr. Merci pour votre écoute et à bientôt.